Ok, on reprend par les dernières remarques faites au sujet de Gödel pour enchaîner sur l'aléatoire algorithmique puis dynamique, les corrélations entre les deux. Vous vous souvenez, le point central, c'était que dans les théorèmes 1, on suppose l'arithmétique cohérente. En fait, il y avait un détail, il supposait l'oméga cohérence, mais ça veut dire une propriété mathématiquement tout à fait évidente en cas de cohérence, le fait que le modèle standard est un modèle. Enfin, ce qui importe, c'est l'hypothèse de cohérence. Ceci implique que la proposition indécidable GM n'est démontrable ni sa négation. Et puis le deuxième théorème qui dit que si vous ajoutez l'hypothèse de cohérence formalisée, vous déduisez à l'intérieur de l'arithmétique GM. En fait, ceci, vous savez bien, est équivalent à dire ce qu'on a démontré, que la cohérence formelle implique en arithmétique GM. Si vous regardez un instant la preuve que vous avez vue la dernière fois, que vous retrouvez sur mes notes, effectivement, cette démonstration qui est quelques lignes, très sympathique, sans signification raisonnable possible, est toute basée sur le fait que la cohérence est exprimée comme not terre de l'absurde, et GM est exprimé comme not terre est équivalent à not terre GM. Toute la preuve se base en fait sur cette analogie syntactique. Et la preuve elle-même est basée sur un calcul formel, comme partout, n'a aucune signification. Mais si vraiment on veut tirer par les cheveux une signification, là, ce qui est dit est simplement que l'indémontrabilité de GM est équivalente à cette non-démontrabilité de l'absurde. Et encore une fois, c'est l'analogie formelle entre ces deux structures qui fait le jeu. Lisez exactement la preuve, il n'y a rien que ça. Mais le jeu et la finesse extrême entre ces deux lignes est vraiment quelque chose d'épatant, puisqu'encore une fois, si vous supposez que l'arithmétique est cohérente, vous dites ça dans le métalangage, l'arithmétique elle-même ne sait rien dire sur GM, reste indécidable. Dès que vous formalisez la cohérence, vous l'écrivez dans le langage formel de l'arithmétique, vous déduisez GM. Et bien évidemment, c'est alors que vous supposez que cohère est vrai, alors GM est déductible, donc elle est vraie aussi, puisque la notion de vérité, n'importe quelle elle soit, on ne l'a pas définie, mais elle est faite exprès pour préserver la démontrabilité. Donc, une proposition vraie, et si elle a une conséquence au niveau formel, sa conséquence sera encore vraie. En particulier, not terre veut dire qu'il n'existe pas une preuve Y, preuve de l'absurde Y. Donc là, la cohérence veut dire qu'il n'existe pas un nombre de Gödel, l'énumération d'une suite finie qui est la déduction de l'absurde en arithmétique. Donc vraiment, c'est le sens de la cohérence, puisque la cohérence, c'est qu'on n'engendre pas A ou not A, qui est équivalent à dire qu'on ne peut pas déduire l'absurde. Donc, encore une fois, la force du théorème de Gödel, c'est justement de casser le formalisme par un jeu purement formel. Il casse le formalisme, le projet formaliste. Il casse le projet formaliste dès l'intérieur, strictement de l'intérieur. C'est ça l'analogie de méthode que je mentionnais dès le début, avec aussi Poincaré, qui casse les projets de complétude équationnelle, de complétude de description équationnelle du monde, par une analyse purement mathématique des équations.
Nous verrons aujourd'hui comme des conséquences de l'un et l'autre, c'est-à-dire l'aléatoire dynamique et l'aléatoire algorithmique sont équivalents. Donc il y a une corrélation entre les deux théorèmes de façon tout à fait indirecte, par les conséquences, mais des conséquences importantes dans les deux cas. Attention que la preuve de Gödel dit encore plus, comme j'avais déjà mentionné. Tout ce qui est utilisé dans la preuve, c'est la puissance de l'arithmétique à coder sa métathéorie, à coder, donc à gérer la théorie des nombres, elle qui est théorie formelle des nombres. Donc en fait, les théorèmes démontrent que toute extension cohérente T de l'arithmétique, c'est-à-dire si on ajoute à l'arithmétique des axiomes formels, est incomplète, puisque si elle contient l'arithmétique, on pourra faire sur la théorie formelle T le même jeu du codage, ça va engendrer on pourra engendrer par exactement la même technique un énoncé GT avec son index M', qui sera à son tour indépendant de T, et ainsi de suite. Donc, bien évidemment, pas seulement l'arithmétique est incomplète, mais elle est incomplétable dans le sens qu'aucune extension cohérente de l'arithmétique est complète. Ceci engendre évidemment une suite infinie de propositions indépendantes des successives extensions de l'arithmétique. C'est-à-dire, si on prend PA et on y ajoute GM, ce qui est la même chose de la cohérence, puisqu'effectivement, ce qu'on avait démontré, c'est une équivalence, ce qu'on a énoncé, c'est une équivalence. Si on prend celle-ci comme théorie T, cette théorie T, à son tour, est incomplète, donc on pourra ajouter à T la cohérence de T, et ainsi de suite. Celle-ci sera une théorie T'. Si on prend T', maintenant on y ajoute la cohérence de T', on a une suite infinie des théories de plus en plus fortes, mais où il y aura toujours une proposition indémontrable. Si vous voulez, une autre façon de le voir, vous avez ici l'ensemble des énoncés de l'arithmétique. Il y aura les démontrables, disons ceux qui sont démontrables, et ici, c'est dont vous démontrez la négation. Et il y a une infinité d'énoncés qui sont par là, qui forment un ensemble évidemment infini. Cet ensemble ici est effectivement engendrable, comme celui-ci. Et il n'y a pas un ensemble décidable ou récursif qui les partage en deux. Ça n'existe pas. L'inexistence d'une théorie complète et qui soit une extension de l'arithmétique, qui veut dire pas seulement je peux engendrer l'ensemble des théorèmes, je peux engendrer l'ensemble des négations de théorèmes, et il y a un complément qui est infini, un complément à l'union de deux, mais ces compléments ne peut pas être divisé en deux ensembles décidables, qui puissent partager les deux. Ils sont récursivement inséparables. Donc la force des théorèmes va aussi dans sa preuve, et c'est sa preuve qui donne son sens. Toutes les lugubrations sur la vérité est hors lieu, et j'insiste, on le verra surtout vendredi et jeudi au sujet des résultats de incomplétude contrainte. Bon, mais les formalismes continuent et d'autres formalismes sont inventés très intéressants. Church en 1932, le lambda calcul. Pour le comprendre comment fonctionne et la puissance du calcul, je vous rappelle qu'un théorème très important, un lemme très important dans les gros lemmes de représentation du théorème de Gödel, était basé sur la construction d'une fonction anarithmétique écrite dans le langage de l'arithmétique, telle que, étant donné un terme B et une proposition dans laquelle il peut y avoir X, ceci donne, ça c'est un nombre de Gödel, ça c'est le nombre de Gödel, ceci donne B à la place de X dans toutes les occurrences libres dans A. Et encore une fois, les nombres de Gödel. Donc, celle-ci est une fonction interne qui décrit de façon récursive, c'est-à-dire une fonction primitive récursive, qui décrit à l'intérieur de l'arithmétique comment faire cette opération éminemment métamathématique qui est la substitution. Bon, le lambda calcul se présente comme théorie des fonctions. Théorie des fonctions minimales, il n'y a que des variables.
on y mettra des parenthèses, un point qui est commode, etc. Et de façon inductive, les termes sont définis ainsi. Si Mn sont des termes, Mn est un terme. Si M est un terme, on décrit les termes lambda xm, qui est une notation purement formelle, dont le sens est de dire celle-ci est une fonction où la dépendance de M de x est explicitée. Un axiome décrira la fonctionnalité de ce terme de la façon suivante. Ça s'appelle l'axiome bêta. Lambda xm appliqué à n est égal à n à la place de x dans m. Dans tout cela, je prends les précautions habituelles en mathématiques. Il ne faut pas que dans cette opération se trouvent alliées des variables qui étaient libres. C'est-à-dire, on ne va pas mettre n dans un champ d'une variable lambda y qui est liée. Lié, ça veut dire être dans un champ qui suit le lambda x. C'est simplement une notation fonctionnelle tout à fait analogue à ce que vous aurez en théorie des ensembles. Hein. Ça, c'est l'ensemble fait par abstraction par rapport à une variable qui peut paraître dans le corps de cette définition. Ici, c'est une fonction faite par abstraction à partir d'un corps où peut apparaître une variable libre. Ça, c'est l'abstraction fonctionnelle, ça, c'est l'abstraction assembliste. Les précautions habituelles dans l'écriture de remplacement des variables, etc., sont les mêmes qu'en théorie des ensembles. Mais c'est une théorie des fonctions. C'est une théorie des fonctions. Or, ces calculs est très puissant. Au début, il était trop puissant, un paradoxe. Il est très puissant puisque grâce... tout d'abord, on peut écrire tous les termes qu'on veut. En particulier, on peut écrire le terme lambda x, xx. C'est tout à fait légitime, puisque je n'ai pas mis de lien, de limite. Donc, par exemple, ce terme-ci peut s'appliquer à lui-même. Vous comprenez ce qui se passe, alors je peux faire un pas de calcul. Ça, c'est un pas de calcul. Je prends ce terme-là, je le mets à la place de x dans les occurrences libres. Hein. Donc, il se copie carrément. Un pas de calcul, c'est de faire une copie. Est-ce qu'il y a assez de place? Et regardez toutefois comment on peut lire ces calculs. Honnêtement, je ne sais pas si c'était l'idée de Church. Mais une façon de dire, ce calcul démarre, ça c'est un axiome, d'un point où Gödel était arrivé avec un travail énorme dans ses laines de représentation. Vous voyez, ce n'est que ça. L'axiome est de dire, je pars à décrire l'activité fonctionnelle de mon écriture lambda xm, simplement en englobant dès le début dans les axiomes du calcul ce qui était le point d'arrivée d'un travail de codage chez Gödel. Donc on part avec une certaine facilité, on prend déjà comme point de départ ce qui est l'arrivée de pas mal de travail, mais ça c'est évidemment partie de l'efficacité du calcul. Mais par quoi est-elle donnée, cette efficacité du calcul? Par en particulier un terme original qui s'appelle le terme de point fixe, qui est fait comme ça. Appelons ce terme θ. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il a la particularité que si vous faites θ de m, ça devient quoi? Vous devez mettre m à la place des occurrences libres de y. Donc, ça devient lambda xm, xx, lambda xm, xx. D'accord? Maintenant, je continue, j'applique encore bêta. Alors, ça devient m, qui est appliqué à quoi? À deux fois celui-ci. Deux fois celui-ci. Donc, ce sera lambda xm, xx, lambda xm, xx. OK? Mais
Ça, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est m de θ de m, un opérateur de point fixe. Donc, n'importe quel terme m, θ me donne un point fixe de m. Okay? C'est-à-dire n'importe quelle équation mx égale x, θ me donne une solution possible et de façon effective par un calcul. Je n'ai qu'à écrire, ça c'est un programme, me donne une solution x de cette équation. C'est un calcul extrêmement fort grâce à cette propriété de construction effective d'un point fixe de n'importe quelle équation écrite de façon cohérente dans le calcul. Et cette écriture n'est pas restrictive, puisque si vous avez un terme n dans lequel peut paraître x, c'est très facile d'écrire un terme m qui fasse sortir la x. Il suffit d'écrire m égale à lambda x point n dans lequel peut paraître x, et vous aurez un terme m tel que m appliqué à x égale à n x. Donc toute équation sous cette forme peut être traitée dans cette forme-là et résolue par l'opérateur de point fixe. Ce calcul est tellement puissant qu'immédiatement, on a trouvé un paradoxe. Pourquoi? Puisque Church, au début, était trop ambitieux. Il voulait que son calcul puisse traiter la logique, donc qu'il y ait dans sa notation fonctionnelle aussi la négation. Et vous voyez, alors ça pose un problème, puisque si vous faites θ de la négation, ça c'est la négation de θ de la négation. N'importe comment on interprète ça, c'est pas bon. Hein? Donc, immédiatement, un autre petit paradoxe, vraiment sans importance, c'était très facile de restreindre le domaine de la négation, l'enlever du domaine équationnel, et ça reste un calcul fonctionnel extrêmement puissant. Immédiatement, pas immédiatement, non, je crois qu'il a fallu 2 ans, on a démontré que la classe des fonctions calculables par ces calculs, vous voyez, ça c'est la notation fonctionnelle elle-même est une expression de calcul. Mais il est facile de voir pourquoi on calcule toutes les fonctions. Enfin, il n'est pas facile, mais je peux vous donner l'idée de base. Tout d'abord, on encode les entiers. On peut dire 0 c'est lambda x y et lambda x y lambda x lambda y y. En ça sera lambda x lambda y point xy, et en général n ça sera lambda x point x blablabla x y, ceci n fois. Ça c'est n. Alors ce qu'on peut démontrer, c'est que si vous avez une fonction partielle récursive, il existe un terme m qui va dépendre de f, tel que fn égale m, si et seulement si mf appliqué à n égale à m. Donc le calcul permet de calculer grâce seulement à cet axiome. Il y a d'autres aspects syntaxiques, je ne vais pas m'éloigner, il y a besoin d'un axiome qui s'appelle alpha, il faut expliciter les règles de remplacement, il y a tout un tas de détails syntactiques, mais ça c'est le cœur de la règle, permet de calculer exactement la même classe que je vous ai présentée hier, qui est une petite extension de ce qui était nécessaire au théorème de Gödel, mais qui est déjà, disons, dans l'approche de Gödel de la calculabilité, c'est-à-dire la classe des fonctions partielles récursives. Encore une fois, le coup de génie ici, c'est de passer d'une construction déduite à l'intérieur de l'arithmétique par le travail du lemme des représentations, le prendre comme axiome et dire, pof, ça suffit, je peux tout calculer avec ça. C'est l'absence de type qui le permet grâce à cet axiome θ. Mais, oui. Pourquoi 0 serait lambda x, lambda y? Pardon, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas pourquoi le numéro. Enfin, 0 serait
il y a plusieurs choix des systèmes de numéros. Il n'est pas, disons, ceci a l'élégance de rendre les entiers des itérateurs. Itérateurs, puisque vous voyez, ça se fait, si j'ai oublié un lambda Y, par uniformité là-dessus, c'est évident qu'il faut un lambda Y, puisqu'il y a Y là-dedans. Lambda Y, et les nombres sont des itérateurs. Les zéros, il n'itère rien, il n'itère pas. C'est l'exposant de X à l'intérieur de ces parenthèses qui correspond. Donc ici, il y a exposant 1, ici, il y a exposant 0. On pense les nombres comme des itérateurs, ça c'est un codage possible, il n'est pas le seul, et donc 0, il n'itère pas du tout. Il y a un autre lien avec la logique qui verra proposé plus tard, encore dans les années 40, mais ce sera évident surtout dans les années 60 et 80 même. Vous voyez, on avait dit que la logique propositionnelle minimale se base sur deux règles. La flèche introduction, ici on efface A, et la flèche élimination, A flèche B, on a B, flèche élimination. Or, on peut décrire cela d'une façon effective, donnant une interprétation constructive à cette déduction, en disant cette preuve est basée sur le fait que je fais une hypothèse A, si j'en déduis B, je peux toujours dire que A implique B. Bon, disons, cette hypothèse, cette assumption hypothétique est une variable qui permet de déduire une preuve dans B. Appelons donc lambda xm la preuve de A flèche B. Vous voyez la notation fonctionnelle. Maintenant, je retombe même sur une notation mathématique. Lambda xm est une fonction qui va de A à B. Ou si vous voulez, qu'est-ce que c'est une preuve qui me mène de A à B? C'est une transformation effective de A dans B. Donc la notation fonctionnelle, la notation logique, c'est Marie. Regardons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Si on prend n dans A, m dans A flèche B, mn, on peut le mettre là-dedans. Ça veut dire quoi? Si j'ai une preuve de A dans B, ou une preuve de A flèche B qui A implique B, alors quand je l'applique à n'importe quoi sur une preuve de A, j'obtiens une preuve de B. On est tout un coup passé dans une vision intuitionniste et constructive de la preuve, où les preuves, ce sont des transformations effectives. Vous voyez que je n'ai utilisé que les règles basiques, mais ça colle parfaitement. Or, le lambda calcul typé, encore une fois, c'est 940, mais cette analogie avec la preuve, c'est carry-over, c'est beaucoup plus tard, ça vient des années 60, et puis reprise effectivement en 1980, fait voir la preuve formelle comme une transformation effective, et les lambda calcul, ça s'appelle lambda calcul typé, une variante avec des types de cela, comme la description, le codage direct de preuves. Et il y a derrière encore du Gödel, mais dans un autre sens. Pourquoi? Gödel, pour coder les preuves, il code les lettres d'une déduction, c'est-à-dire quand il y a une déduction du genre de A, je vais dans B, et ceci me donne A flèche B, et puis si je fais A ici, j'aurai B, le codage à la Gödel serait plutôt de coder tous les passages par des nombres, ces lettres. Ici, il y aura un très long codage qui correspond à cette proposition ici, à encore une fois, puis B, et toute cette suite serait le codage d'une séquence finie, faite de séquences finies, qui est un gros nombre de Gödel de la preuve. Ici, le codage est explicite. On code cette preuve par lambda xm, on code cette preuve par l'application de m à n. Chacun de ces termes est un terme qui a ce type, ou si vous voulez, une preuve de cette proposition. Les propositions deviennent des types sont des propositions, et les termes qui habitent dans un type, cette notation on peut le dire habiter dans, ce sont des preuves de la proposition correspondante. Il y a tout un univers constructif qui devient possible grâce à ces calculs. Évidemment, les calculs changent. Par exemple, le terme XX n'est plus possible.
n'est plus possible, puisque pour le former, ces règles-là sont des règles de formation de termes. Pour le former, vous ne trouvez pas dans la condition d'avoir un terme qui en même temps est une flèche et dont la partie gauche soit elle-même une flèche. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Donc, ça exclut les paradoxes. C'est un calcul moins puissant. On ne peut pas calculer toutes les fonctions partielles récursives telles qu'il est. C'est moins puissant, mais c'est vraiment la logique. C'est la logique. Et encore une fois, vous avez cette même règle ici, qui correspond à la substitution de Gödel, mais inscrite dans l'hypothèse même du calcul. Bon, c'est après tout cela qu'arrive un autre grand bonhomme qui nous intéresse, c'est Turing. Donc Gödel, 36. Gödel, la calculabilité dans le but d'analyser la décidabilité. Et il est obligé à dire exactement qu'est-ce que ça veut dire décidable, qu'est-ce qui veut dire calculable, pour donner un exemple de non-calculabilité, de non-décidabilité. Après, l'analyse de la déduction effective, plutôt du calcul effectif, continue par ces traitements formels fonctionnels, on est en train de développer un terme de la logique, qui verra décrit par une variante typée successivement, mais que je vous dis comme ça très rapidement, ce sont des choses qu'on ne va pas du tout détailler, et que j'ai longtemps travaillé dans ces systèmes de type. Et en 36, il y a une autre approche qui suivra celui-ci, mais aussi il y a d'autres intermédiaires, il y a Kleene, enfin, qui ne nous intéresse pas, très original, très différent. Encore une fois, j'insiste, clairement, les lambda calculs, c'est différent des fonctions partielles récursives, mais il y a ces points de conjonction très proches, qui établit un lien entre le regard de Gödel et la construction même du lambda calcul. Et Turing, en 36, invente une autre notion de fonction calculable, a priori une autre, hein, pour ceux qui en savaient quand ils écrivaient cela, basée sur une intuition très différente. L'idée, c'est, comme il dit, c'est l'homme dans l'acte minimal de pensée. Donc, on écrit, c'est un homme un peu unidimensionnel. Il écrit sur un ruban à une dimension, mais tout cela peut se faire tranquillement sur une feuille à 2 dimensions. On peut écrire seulement 0, 1. Et il y a une tête d'écriture et lecture qui sera dans un état. Et tout ce qu'elle va faire, ce sera de lire 0 ou 1, et agir selon quoi? Selon un programme. Voilà la notion nouvelle. Donc, par exemple, si sera dans l'état Q1 en lisant 0, elle va placer à 1 à la place de 0 et bouger à gauche en passant l'état Q2. C'est-à-dire cette machine comme ça deviendrait à l'instant après la machine comme celle-ci qui a remplacé le 0 par 1 et passé dans l'état Q2 et maintenant se trouve à gauche. OK? Donc tout ce qu'elle fait cette machine, elle suit des instructions d'un programme. Le programme, c'est un nombre fini de lettres faites par, dans ce cas-là, des quintuples qui sont des instructions absolument élémentaires. Écrit, efface, 0, 1, bouge, droite, gauche. OK, tout ça. Il n'y a rien d'autre. L'idée clé, c'est de partager les programmes du matériel. Donc ici, il y a du matériel fantaisiste, qui ne correspond à rien de physique, et ici, il y a la notion de programme qui deviendra au cœur, cette distinction et la notion de programme de l'informatique. Or, l'idée très importante de Turing, qui écrit un article, est en effet pour, encore une fois, travailler au programme d'Hilbert d'une autre façon. Tout d'abord, en donnant la notion de nombre calculable réel calculable. Deuxièmement, en donnant son propre énoncé d'indécidabilité. L'énoncé d'indécidabilité de Turing est beaucoup plus simple, mais disons,
moins frappant, hein, puisqu'il est interne à son système. Lui aussi, au début, ne connaissait pas la généralité. Et deuxièmement, il n'a pas la force du théorème de Gödel dont les clous, c'est l'indémontrabilité de la cohérence. C'est ça qui casse vraiment le programme de Hilbert. Hein. C'est quoi l'indécidabilité à la Turing? Donc, quand vous avez une suite finie de signes, un programme, vous pouvez les gödeliser à la Gödel. C'est-à-dire, vous associez des nombres, vous utilisez la technique des exposants, vous l'utilisez de façon itérée, et à chaque programme, qui est un nombre fini de quintuples, vous associez un nombre, disons, vous pouvez appeler celui-ci F24. Hein. En général, vous aurez la liste de tous les programmes, puisque ce sont des suites finies, donc sur les entiers, peut-être plus appeler oméga. Et sur les entiers, vous pouvez encoder tous seuls les programmes bien formés. Vous n'avez qu'à mettre une claire condition de bonne formation qui est là, dans cet ordre. Les programmes auront, évidemment, il faut tout un tas de détails, dire comment ça fonctionne. Par exemple, ils sont appliqués strictement dans l'ordre, etc. Vous imaginez tout de suite que comme ici, il y a des termes qui ne terminent jamais leur calcul, ça continue. Ici aussi, hein, ça suffit de dire lis 0 ou 1 déplace à gauche, lis 0 ou 1 déplace à gauche, il ne s'arrête jamais. Il écrit sur la prochaine place, puis il retourne en arrière. Alors, quand le ruban n'est plus marqué par une lettre, revient en arrière, et ça peut faire des allers-retours. Il y a des cycles très faciles à faire, ou même simplement sur 2 places. Hein. Donc, il y a déjà une notion de non-termination de quelque façon implicite, mais il y a une non-termination plus profonde. Comment faire ça? L'autre passage important de Turing, tout d'abord, j'insiste, l'invention du logiciel et du matériel. Hein. L'autre passage, c'est l'invention de la fonction universelle. C'est quoi la fonction universelle? C'est une fonction qui prend un nombre, qui prend 2 nombres et considère le premier l'indice d'un programme et l'applique au deuxième comme un argument. Or, le fait que ce soit un nombre ou un couple, c'est pas différent, puisque vous savez bien que les entiers oméga fois oméga, vous pouvez les encoder, ce n'est pas difficile, dans des techniques diagonales, c'est-à-dire oméga fois oméga est isomorphe, la même chose du point de vue de la théorie de la calculabilité, le codage est effectif que oméga. On est dans le discret. Donc, celui-ci, par ce codage, peut être appelé, peut être considéré un nombre. Cette fonction universelle est donc une machine de Turing qui prend un nombre, mais considère une partie, disons la partie gauche de ce nombre qui est le codage d'un couple, le considère un couple, le considère comme l'indice d'un programme et utilise ce programme pour travailler sur le deuxième nombre. Donc, la machine universelle est quelque chose qui fonctionne, est capable de simuler, si vous voulez, ou plutôt de faire fonctionner n'importe quel programme. Là, je vous avais déjà mentionné ceci, c'est vraiment la base qui sera l'idée des systèmes d'exploitation et des compilateurs. Hein. Mais si elle-même, elle est on peut la décrire, celle-ci, comme un programme, puisqu'elle ne fait rien d'autre que travailler sur un ruban où simplement elle considère une partie comme le codage d'un programme qu'elle décode, elle l'applique au deuxième, elle aussi, elle aura son indice, peut-être je peux dire carrément FK égale U, c'est un indice interne à la numération, à la gödelisation des fonctions Turing programmables. Mais alors, si on a ça, essayons d'écrire la fonction G qui fait la chose suivante. Gn est égal à U de Nn, qui est donc égal à Fn appliqué à N.
Utilisons cette idée pour définir une fonction h de n égale à 1 si Gn ne termine pas ses calculs. Vous voyez, ça c'est une fonction calculable. Elle ne fait que prendre n, en faire 2 copies. J'utilise votre intuition pour comprendre que faire une copie de n'importe quel nombre, c'est Turing calculable. Et puis applique la première copie au deuxième nombre comme s'il était programme. Il est le code d'un programme et donc il calcule fn appliqué à n. Égale à divergence si Gn converge. Mais cette fonction h aura elle-même un index, disons fi de n. Et donc vous voyez que si vous appliquez, si vous faites fi appliqué à i, elle converge si et seulement si Gn diverge, c'est-à-dire si et seulement si fi appliqué à i diverge. Encore une fois, l'idée centrale, c'est le fait que cette machine admet un codage effectif. La machine universelle n'est rien d'autre qu'une machine comme toutes les autres machines de Turing, sauf qu'elle considère, elle a des instructions qui lui disent une partie du nombre codé est l'indice d'un programme, le code d'un programme, le nombre d'un programme. Je peux alors facilement construire, encore une fois, par la méthode diagonale, quelque chose qui me donne une contradiction avec la possibilité de quoi? De décider ou semi-décider la convergence d'une fonction. Donc, il n'y a pas on ne peut pas converger exactement sur la divergence d'une fonction partielle calculable arbitraire. Ou si vous voulez, la convergence en général de ces fonctions Turing calculables n'est pas décidable. C'est ça son énoncé d'indécidabilité. Je ne peux pas décider si un programme générique s'arrête ou pas sur un argument quelconque. Donc, encore une autre façon de l'écrire, l'ensemble des i tels que fi égale i converge n'est pas décidable. N'est pas décidable ou équivalent, récursif. Récursif, c'est la même chose. Nous sommes dans une situation tout à fait analogue. Ici, il y aura, disons, l'ensemble des entiers, l'ensemble oméga. Et ici, il y a les ensembles tels que fi, les entiers i tels que fi avec i convergent. Il y aura des sous-ensembles aussi semi-décidables là-dedans, mais peu importe. Mais vous avez tout cet univers-là d'ensembles, d'entiers qui ne sont pas décidables. Donc, l'autre côté de l'effectivité, le prix à payer, comme pour Gödel, c'est qu'il y ait nécessairement quelque chose qui n'est pas effectif, qui n'est pas capturé par la décidabilité, par l'effectivité. Résultat très important démontré dans ces années-là, 36, 37, c'est que tous ces systèmes, au moins ces trois-là, les fonctions partielles récursives de Gödel de la dernière fois, la calculabilité à la Turing et le lambda calcul, permettent de calculer de cette façon-là, permettent de calculer exactement la même classe de fonctions. Ça, c'était surprenant, puisque, a priori, ils sont très différents. Je vous avais défini les fonctions partielles récursives d'une façon très mathématique et très fonctionnelle. C'était une sorte d'induction, la réduction primitive.
Vous avez vu là les lambda calcul, effectivement, c'est différent, c'est original, quoiqu'évidemment il y a un accrochage avec l'élène de représentation chez Gödel, mais c'est un autre univers, c'est un univers de représentation fonctionnelle. Ici, il y a cette idée machinale absolument géniale, une machine, logical computing machine, comme l'appelle Turing. Wittgenstein dira, il est à Cambridge, Turing allait souvent à ses cours, Wittgenstein dira, Turing machine, this is a man that computes. C'est un homme qui calcule. Ces gens-là sont en train d'imaginer la pensée déductive rendue de façon effective et minimale. Ça, vraiment, il y a une notion de minimalité du geste arithmétique. Du geste arithmétique, d'écrire, effacer, et 1, 0, et de les changer petit à petit. Petite réflexion sur l'histoire de tout ça. Vous voyez, au cœur, c'est la discrétisation. C'est ces idées de l'alphanumérique. Ici, il y a le codage par des nombres, mais évidemment, derrière, il y a Gödel. On peut coder les discrets. Et quand la représentation linguistique est donnée comme alphabétique, c'est une idée possible. C'est vraiment cette pensée de la discrétisation qui fort justement commence par l'écriture de l'alphabet, qui est une discrétisation du langage. Le langage est un continu, puisque par exemple nous ne séparons pas plus les mots entre eux que les syllabes. C'est un champ continu. L'idée révolutionnaire en Mésopotamie, la tribu d'Altam en 3300, 3400, d'inventer cette écriture discrète de cette musique. C'est une écriture musicale, très différente donc des hiéroglyphes, des idéogrammes qui sont des évocations conceptuelles. Ces parcours-là, cette discrétisation du langage continu, discrétisation de la pensée. Par exemple, Aristote, in de Anima, dit « L'esprit est comme une tablette en cire où les signes, les lettres sont imprimés comme des sceaux d'un anneau. » Donc la pensée est faite par cette succession discrète de lettres imprimées comme des signes dans l'esprit. Donc il y a cette histoire derrière. Vous pensez même Descartes, la décomposition de la déduction dans des anneaux minimaux. Ici on arrive vraiment à la minimalité possible alphabétique. Alphabétique. Ce sont tous des jeux d'alphabet, des lettres alphabétiques encodées par des nombres. Donc on passe du nombre aux lettres, des lettres aux nombres, avec cette maximalité machinale. Et c'est pour ça qu'après on a inventé des machines formidables. Ce sont des machines alphanumériques qui prennent tout un coup toute cette tradition, la traduisent dans une machine à état discret, dans laquelle évidemment il a fallu aussi beaucoup de physique pour avoir la situation d'aujourd'hui. Un vrai miracle, puisque d'avoir un processeur stable comme celui-là à état discret, c'est pas facile. Dans le monde, c'est rare qu'il y ait des objets physiques qui itèrent autant, puisque ça, c'est la propriété fondamentale de la calculabilité, l'itération à l'identique. Vous écrivez un programme sous votre machine, vous le relancez 1000 fois, 2000 fois, il fait toujours la même chose. C'est une machine à état discret, donc l'accès aux bases de données est exact, parfait. On calcule et on refait toujours la même chose. Parfois, ça ne marche pas, mais c'est très rare. C'est très rare. En nature, même en physique, c'est rare que les choses itèrent à l'identique. Ça arrive en physique. En biologie, jamais. Quand on regarde le phénotype, le principe d'intelligibilité fondamentale pour une cellule, c'est qu'elle n'est jamais identique à sa cellule mère. Ça, c'est fondamental. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait même pas d'ontogenèse. Donc, on est dans un univers totalement artificiel, inventé par une histoire d'une immense richesse, qui démarre, de mon opinion, par l'écriture alphabétique, et qui arrive à la machine alphanumérique, qui, réalisée physiquement, est le résultat d'une invention. Il faut aussi beaucoup de physique, puisque à l'intérieur, maintenant, il y a beaucoup de transitions critiques qui sont loin d'être discrètes. Mais à l'apparence, du point de vue du logiciel qui doit les utiliser, paf, tout est discret. Il y a des 0,1 et puis c'est tout. Il ne voit rien d'autre. Si ça ne marche pas, il peut y avoir évidemment la fluctuation quantique ou les rayons cosmiques qui arrivent, mais c'est très rare. Dans une bonne machine, c'est pas ce qui arrive. Évidemment, les abus après
Je ne vais pas maintenant faire une longue discussion, mais les abus après ont été très importants. Vous savez bien, les mythes de l'intelligence artificielle. Mais pour vous dire, en 1956, tout d'abord, Turing, en partie, est responsable, dans le sens que, au début, dans les travaux avec von Neumann, il pensait vraiment de faire un grand cerveau. Tout à fait vrai. Et puisque la pensée est déductive, la pensée est logique, ces machines font toutes les déductions formelles. Bon, oui, c'est vrai, il y a Gödel, mais ce théorème, après tout, dit par une construction très farfelue, très astucieuse, dit qu'il y a ces énoncés indécidables. Mais ce qui compte, on les déduit effectivement. Mais quand il commence à s'intéresser à la physique, en 1948 en particulier, il change de nom à sa machine, il l'appelle Discrete State Machine, machine état discret, ce qui compte au point de vue physique. Mais non, il fait des choses concrètes. Et quand il doit s'adresser à la morphogénèse, il va faire cette machine continue dont je vous ai parlé brièvement. Et machine continue, il n'y a pas de logiciel matériel, ce qui compte c'est la fluctuation. Je vais vous lire quelques remarques qu'il a faites à ce sujet. Mais même dans l'article de 50 du jeu des limitations, il essaye de sauver les rôles de sa machine en disant, bon d'accord, elle est une machine laplacienne, ce qu'il dit explicitement. Elle n'est pas comme le cerveau, un cerveau, même pas un modèle. C'est une imitation, je peux arnaquer l'observateur qui a comme interface une télétype. Et il invente ce jeu où prétendument on peut changer, on peut confondre l'observateur qui ne comprend pas s'il s'agit d'une femme ou d'une machine. Le jeu, c'est entre la machine et une femme. Et son article de 52, par contre, il dit je vais faire un modèle. Donc je vais expliciter les corrélations causales entre ces phénomènes d'action, réaction, diffusion. C'est très différent. Dans le premier article, il essaye de faire une imitation dans le but d'arnaquer cet observateur qui essaie de comprendre s'il s'agit d'une machine de Turing ou d'une femme. Dans l'autre article, il n'y a pas d'arnaque. Il dit mon modèle peut être faux, mais j'essaye de décrire les phénomènes d'action, réaction, diffusion non linéaires, par des approximations linéaires. Et c'est un travail absolument remarquable qui va dans toute autre direction. Malheureusement, l'intelligence artificielle va reprendre cet aspect mythe de l'homme-machine. Et en 1956 naissent les premiers programmes. Il disait, dans 10 ans, on aura un traducteur universel. Donc, comme si les langues étaient des gros sacs de mots godélisables. Donc, on prend deux langues, on transporte d'un sac dans l'autre. Et dans 10 ans, on aura une femme des ménages. C'était l'autre grand projet. Une femme des ménages tout à fait équivalente aux activités, au moins dans ces activités limitées dans la maison, c'est ça l'idée. Si vous pensez qu'encore en 80, il y a ces films Blade Runner qui est fait avec comme consultant nombreux gourous de l'intelligence artificielle à l'époque, je crois que on est en 2012 dans le film, ou 2010. 2019, voilà. Et l'idée, c'est qu'en 2019, il y a des androïdes tout à fait indistinguables des hommes. Vraiment, il n'y a rien à faire. On ne peut pas distinguer au point qu'il y a aussi des femmes, peut-être il faut les appeler gynécoïdes. Il y a des gynécoïdes. Il y a un type qui fait l'amour avec une gynécoïde, mais ça lui va très bien. Donc, c'est vraiment une limitation remarquable. Mais à un certain moment, l'androïde protagoniste, qui évidemment est sur un taxi qui vole, doit faire un coup de fil, doit téléphoner. Et alors, il va un téléphone accroché au mur, téléphone typique américain, et il n'a pas assez de pièces. Et c'est dramatique, c'est un moment dramatique, il n'a pas assez de pièces. Donc, vous comprenez, ces gens-là n'avaient rien compris, ce qui allait se passer dans l'utilisation des ordinateurs. Les choses ont changé autrement. Et je ne crois pas qu'en 19, on aura ce type de changement. Mais ceci n'empêche que la machine est absolument formidable, mais avec d'autres buts. Encore une fois, l'analyse que je ferai ça sera en principe jeudi prochain, de l'incomplétude complète permet de dire quelque chose, puisque en regardant la preuve de pourquoi un certain énoncé qui est vrai, et dont on ne peut pas faire semblant que c'est vrai par miracle, on verra qu'il y a un jugement géométrique, ce que j'appelle un jugement géométrique sur le bon ordre, qui va bien au-delà de l'arithmétique, mais il n'y a rien de magique, c'est
un rapport à l'espace et au temps, essentiellement. C'est la synthèse d'un rapport à l'espace et au temps. Ces systèmes à état discret itèrent, disons encore une fois, ce sont les principes vraiment de l'informatique, hein, puisque l'itération, l'itération primitive, si vous revoyez la définition la dernière fois, c'est une itération avec un plus en. Hein. On itère le calcul de la même fonction en faisant plus en, puisqu'encore une fois, tout ce qu'il y a à faire, c'est plus en, puisqu'on est sur les entiers. On n'est pas dans le continu. Hein. Et la portabilité du logiciel aussi qui s'ajoute. Ça, c'est une notion évidemment beaucoup plus tard. La portabilité, ça veut dire quoi? Pouvoir itérer le même logiciel, et ça fonctionne, même dans un environnement un peu différent, a fortiori dans un environnement identique. Donc, encore une fois, c'est le principe d'itération. Ces itérations disent, par exemple, une conséquence évidente, qu'il n'y a pas d'aléatoire dans une machine à état discret. Il n'y a pas d'aléatoire. Il y a ce qui s'appelle les générateurs pseudo-aléatoires, mais ce sont pseudo, dans le sens, ce sont des générateurs de suite des 0-1, tels que, s'ils sont assez longues, la distribution des 0-1 a l'apparence d'avoir pas d'irrégularité, la distribution de probabilité des 1 et des 0 est uniforme, mais c'est seulement cette apparence, puisque si vous itérez les générateurs de nombres aléatoires, s'il n'est qu'interne à la machine, il va faire exactement la même suite. Hein. Vous devez les corréler à un phénomène physique extérieur qui n'a rien à voir avec la calculabilité. En soi, tout ce qui est fini dans ce cadre est déterministe et prédictible. Hein. Turing le dit 2 fois dans son article de 1950. Ma machine est la sienne, déterministe et prédictible. En plus, l'itération permet de comprendre, puisqu'une bonne façon, elle n'est pas la seule, mais une bonne façon de décrire l'aléatoire physique, un processus est aléatoire quand itéré dans les mêmes conditions initiales ne suit pas la même trajectoire. Toutefois, ce même doit être celui de la physique, c'est-à-dire où la mesure approchée ne permet pas de voir la fluctuation, la perturbation en dessous de la mesure. Hein. Pour cela, l'aléatoire est vraiment définissable dans un certain sens à l'opposé de l'itération à l'identique. Or, peut-on parler d'un aléatoire malgré tout en théorie des algorithmes, dans la théorie des fonctions calculables? Oui, on peut le faire à la limite infinie, de façon asymptotique. Et ça, c'est une très belle idée de Martin Löf. Un article de 1965, en reprenant des suggestions de Kolmogorov. L'aléatoire que je vais définir a besoin d'écrire autrement l'intervalle 0,1. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme 0, ou après la virgule, qu'est-ce qu'il y a? Il peut y avoir, je l'écris en binaire, ou le 1 ou 0. Mais puis après, vous avez ou le 1 ou le 0. 1, 0, ainsi de suite. C'est-à-dire une structure d'arbre binaire. Disons, si vous mettez 0, vous mettez ici une racine, et vous avez cet espace qui est un arbre infini, un arbre binaire infini. On l'appelle normalement 2 oméga, évidemment c'est la puissance de oméga, avec cette structure qui permet de définir les suites. Un nombre réel est une suite infinie, c'est-à-dire est une branche spécifique. Celui-ci c'est un nombre réel, ok, à l'infini. Évidemment, si vous prenez par exemple ici définitivement sur la droite, vous restez tous des zéros, vous aurez simplement 0, 1. Etc. Il y a une notion facile de ouvert, vous dites US, donc X est fait par 0, x100, x2, x3, etc. à l'infini. US est l'ensemble des X tel que S est une suite finie, un segment initial de X.
ce sont des ouverts. En fait, c'est un espace métrique avec une distance de x, y, égale 1 sur 2 à la n, où n est égal les plus petits i tel que xi est différent d'yi. Donc, une distance entre x et y seront des suites infinies, des branches infinies là-dedans. Une distance est donnée par le premier, par exemple celle-ci et celle-ci, par la première position où ils diffèrent. OK? On peut même définir une mesure donnée entre ces ouverts, qui sont aussi des boules de cet espace métrique, est donnée par 1 sur 2 à la longueur de la suite S. Je ne peux pas définir abstraitement qu'est-ce que c'est qu'une mesure, les matheux le savent, les autres peuvent avoir une intuition, puisqu'il me faudrait dire que c'est un sigma algèbre, etc. Mais en fait, disons, c'est une espèce de mesure de surface généralisée. Vous voyez que US est d'autant plus petit, d'autant l'éventail qui le caractérise commence tard. Hein. Si vous faites démarrer, vous trouvez votre S jusque-là et c'est après que ça se branche, et ici il n'y a qu'une branche, une seule, après ça devient cet éventail, ben, si vous déplacez ces points de début, ça devient de plus en plus petit. Effectivement, même l'intuition vous dit qu'il y a une inclusion, ça devient de plus en plus petit. Et ça, c'est une bonne notion de mesure de Lebesgue, en fait. On introduit sans difficulté une notion de mesure calculable. Cette mesure est sur les réels, mais les réels calculables. Ben, je ne l'ai pas dit, c'était justement l'idée de Turing de 36. Un réel, c'est facile. Il est calculable quand sa suite ici des 0 à 1 est effectivement engendrable. Hein. Il y a une machine qui donne cette suite de 0 à 1. Évidemment, il y a une infinité d'innombrables des réels calculables, puisque il y a une infinité d'innombrables de machines. Elles sont toutes codables. Donc, c'est du point de vue de la mesure de Lebesgue, pour ceux qui savent, évidemment, les réels calculables, on mesure 0. Les non calculables, on mesure 1. Bon, dans cet espace, on donne une notion de test de Martin-Löf. Test de Martin-Löf. C'est quoi? Ben, c'est une suite d'ouverts dans cet espace de Cantor, effectivement engendrable, c'est-à-dire S est une fonction qui va de oméga dans les suites finies, mais qui sont encodables dans oméga, puisqu'elles sont de longueur finie. Il faut qu'elle soit effective. Donc, quand vous donne un nombre, vous pouvez engendrer cette suite finie. J'évoque une notion intuitive de calculabilité. Enfin, puisque vous en avez l'expérience concrète, puisque n'importe qui touche un ordinateur, écrit un programme, même en cliquant. Hein, il y a un petit programme qui court, il y a un calcul qui est fait, et il y a une fonction effective qui est produite. Vous en avez l'intuition arithmétique, ce sont toutes les opérations de l'arithmétique. Donc, j'évoque l'effectivité, mais formellement, est celle qui est donnée par la classe des fonctions calculables selon les 3 formalismes qu'on a vus, quoique rapidement, puisqu'ils sont équivalents, ça individue seulement une classe, et donc maintenant j'utilise librement cette notion d'effectivité. Donc S est partielle récursive. Hein. Effectivement, elle est primitive récursive. Primitive, donc c'est vraiment les fonctions récursives totales qui paraissent strictement nécessaires, le théorème de Gödel. Donc il y a cette notion ici, et il pourrait être un test de Martin-Löf, il faut que la mesure de U de Sn soit plus petite que 1 sur 2n. Donc un test de Martin-Löf est une suite d'ouverts, de boules, de cet espace métrique qui rétrécissent. OK? Ça veut dire quoi? Vous avez ici une suite et à chaque réel est une branche infinie,
même quand il est définitivement 0, c'est toujours une branche finie. Et donc, un test de Martin-Löf, c'est avoir ces éventails qui rétréchissent l'un dans l'autre. Et l'idée, c'est de dire que être aléatoire, c'est d'échapper au test de Martin-Löf. Mais attendez, je vous dis la définition suivante encore. X ne passe pas un test de Martin-Löf si X n'est pas dans l'intersection de Sn. Alors, la définition fondamentale, X est aléatoire, ou ML aléatoire, Martin-Löf aléatoire. S'il passe, il ne passe pas s'il est dans. Hein, il ne passe pas en test s'il est capturé par l'intersection. S'il passe tous les tests de Martin-Löf. Ne pas passer en test, ça veut dire quoi? Qu'il est définitivement dans l'intersection de cette suite décroissante d'éventails. Et être aléatoire veut dire qu'aucun test est capable de le capturer définitivement. Les tests, c'est une sorte de contrôle d'existence de l'irrégularité effectivement engendrable. Ne pas passer, ça veut dire qu'on a trouvé une façon effective pour connaître ces nombres, de façon effective, pour engendrer des régularités qui sont là-dedans. On a trouvé des régularités qui se répètent. C'est l'absence d'aléatoire. Être aléatoire veut dire qu'en aucune façon effective, aucune façon calculable, on peut calculer ces valeurs, c'est-à-dire trouver des régularités. Hein? Une bonne façon pour comprendre, c'est de voir un corollaire. Si X est Martin-Löf aléatoire, alors il ne contient aucun sous-ensemble effectivement engendrable, calculable, récursivement énumérable, tous des synonymes. C'est-à-dire, il est une suite de 0 à 1, telle que il n'y a aucune sous-suite infinie, aucune sous-ensemble infini, il n'y a qu'une sous-suite infinie qui soit effectivement engendrable. C'est-à-dire, il aura ces structures 0, 0, 1, 0, 0, etc. 1, 0. Vous ne trouvez aucune machine capable de vous donner un nombre infini de positions des valeurs sur ces positions. Ce n'est pas une caractérisation, c'est un corollaire. Mais ça vous dit la forte non-effectivité. Pas seulement on ne peut pas l'engendrer, mais il ne contient aucune sous-suite qui soit effectivement engendrable. Mais vous comprenez, c'est une chose à demander à l'aléatoire. Supprenez que vous êtes dans le temps infini, vous avez le loto, et que vous avez une machine qui, de temps en temps, mais à l'infini, vous donne les résultats, le jour et la valeur. C'est clair que ce n'est pas aléatoire. Et vous seriez très heureux d'avoir une telle machine. Okay, et évidemment, il faut que ce soit infini, puisqu'on est en maths. Puisque si c'était fini, alors il devient aléatoire à partir de la du dernier résultat effectivement donné par les calculs. Hein. Donc on est en maths et il faut aller à l'infini pour avoir cette notion.
Du reste, on est dans l'intervalle 0. C'est très facile de généraliser cela à tous les nombres réels, bien évidemment. Hein. Donc là, ça montre également que cette notion d'aléatoire est équivalente à l'aléatoire compréhensibilité Kolmogorov-Chaitin. C'était justement un jeu important. Kolmogorov, en 65, quand Martin Löf est arrivé pour une année à Moscou, pensait justement de définir aléatoire pour une suite infinie de la façon suivante. Tous ces segments initiaux sont incompressibles. Incompressible, ça veut dire quoi? Que pour l'engendrer, vous avez besoin de toute l'information. Il n'y a pas un programme plus court que la suite elle-même qui engendre la suite. Ça, c'est incompressible. Martin Löf a démontré que c'est faux. Et c'est pas facile d'avoir que c'est faux. Hein. Du reste, une conjecture de Kolmogorov, c'est évidemment pas facile de démontrer qu'elle est fausse. Kolmogorov était plutôt bon. Et il démontre d'abord que c'est faux, et puis il donne sa définition. C'est faux dans quel sens? Qu'est-ce que c'est pas vrai qu'une suite infinie dont les segments initiaux sont incompressibles soit aléatoire. C'était la définition que Kolmogorov voulait proposer pour les suites infinies aléatoires. Dans quelle définition? Parce que c'est une définition. Oui, non, mais il voulait la définir comme ça. Alors, Père Martin Löf trouve tout d'abord une suite dont les segments initiaux est incompressible, qui n'est pas aléatoire. Donc, par exemple, il y a ces phénomènes, hein, d'accord. Puis il donne sa définition. Mais Chaitin trouve une variante de l'incompressibilité par une notion de machine prefix-free machine. Hein. S'il y a une condition sur l'engendrement possible des suites, alors c'est vrai. C'est-à-dire, si on se donne un contexte, je ne vais pas définir maintenant, dans lequel il y a cette condition de prefix-free pour les machines qui engendrent, alors c'est vrai qu'une suite infinie est Martin Löf aléatoire, si et seulement si les segments initiaux ne sont pas compressibles dans ce sens des machines prefix-free. Hein. Et c'est ça l'apport de Chaitin. Donc ici, vous avez cette notion d'aléatoire qui est gödelienne, hein, j'espère que vous êtes d'accord, qui est gödelienne, puisqu'elle est entièrement due à la notion de calculabilité, de test effectif, et gödelienne puisque c'est une forme forte d'indécidabilité, pas seulement une suite aléatoire n'est pas décidable, mais elle est fortement non décidable, puisque elle ne contient pas des sous-ensembles infinis effectivement engendrables. Hein. Donc c'est vraiment une notion gödelienne. On ne peut pas dire que c'est une conséquence du théorème de Gödel, mais elle l'est, dans le sens que si tout était décidable, comme voulait Hilbert, on n'aurait pas ces notions dans la théorie des algorithmes. Hein. Alors, le fait qu'on soit de façon asymptotique, j'insiste, est dû à la nature du discret. Puisque une suite finie pourrait être incompressible, mais elle n'est pas aléatoire, hein, puisque quand elle est donnée, elle est finie dans le discret. On est là. Par ce biais-là, Chaitin a donné une définition très jolie d'un nombre aléatoire, c'est-à-dire si vous prenez les nombres oméga de Chaitin comme la somme des i tels que doivent être dans l'ensemble des n tels que fn, f appliqué n avec la notation de tout à l'heure. L'énième machine de Turing appliquée à n converge, hein, et vous prenez la somme de à la moins n, de à la moins i, cette somme, ça c'est un réel aléatoire. Il est construit en passant par Turing, en prenant donc une somme infinie pour avoir un nombre réel, et derrière il a toujours la diagonale. Nous sommes dans la situation qui va rester paradigmatique. Hein. C'est l'écriture qui est effective. Quand on écrit, on fait des choses effectives. C'est très difficile d'en sortir. Vous voyez, du point de vue de la théorie de la mesure, les nombres non calculables
on mesure en. En fait, ce n'est pas difficile à démontrer que les aléatoires, les nombres réels aléatoires à Martin-Löf, on mesure en. Et les non aléatoires, on mesure 0. Donc presque tous les réels sont aléatoires. Toutefois, pour construire en, c'est pas évident. En fait, c'est le seul, quoi. Que je sache, c'est le seul. Puis évidemment, quand vous en avez un, vous mettez des coefficients, vous en avez l'infinité. Enfin, pour sortir de l'effectif, c'est très dur, puisque quand nous écrivons de façon effective. Écrire des nombres, écrire des lettres, les équations donnent de l'effectivité, puisque quand vous écrivez une équation, vous faites des dérivations, des intégraux, des intégrales, vous faites des opérations qui sont effectives. Et il y a des résultats des non-calculabilités pour des solutions d'équations effectives. Par exemple, il y a des résultats de Purell-Richards, qui ont démontré que certaines équations, systèmes d'équations de Poisson admettent des solutions, solution unique et que cela n'est pas effective. Pour démontrer qu'elle n'est pas effective, ils sont passés par la diagonale, de Turing. Hein. Puis il y a des résultats de Jampolsky. Ça, on est déjà dans les années 80-90. Hein. 80-90. Où il démontre que la structure fractale, certains fractales de Julia, encore une fois, construits effectivement, toutefois, ont un bord où il y a de la non-effectivité, des solutions non-effectives. Encore une fois, on réduit à Turing, à la diagonale, à l'indécidabilité de l'ultime problem. Et il y a tout ça comme exemple, il n'y a rien d'autre. Gödel, décidabilité, Turing, sa méthode diagonale, celle de Turing était diagonale aussi, vous savez bien la preuve. Et puis Chaitin, le réel non calculable, j'en connais pas d'autres. Purell, Richards, et ceux-là sont dans des cadres, celui-ci de la physique, c'est un très beau livre sur l'analyse constructive, des équations de Poisson. Ils effectivisent tout, puisque dès qu'on écrit l'équation, c'est effectif. Hein. Et il faut trouver vraiment un cas pathologique où, par la méthode diagonale, paf, il y a tout à coup une solution qui n'est pas effective. Jampolsky avec son fractal des violas très particulier, ou encore on a la non-effectivité. Ceci ne dit pas que le monde est effectif, évidemment. Hein. Ça dit simplement que l'écriture est telle. Oui. Oui. Le monde est effectif. Hein. C'est facile de dire alors le monde est une grande machine de Turing. Non, ça dit simplement que l'écriture est telle et que c'est très difficile. C'est un peu comme sur les réels. Les réels, la plupart d'entre eux, définis d'une façon abstraite, mathématique, ne sont pas calculables. La plupart d'entre eux sont même aléatoires. Toutefois, si vous écrivez un nombre réel, vous le présentez comme solution d'équation, même si vous faites pi est calculable, évidemment. E est calculable. Et pour en sortir, il faut inventer ça. Hein. les nombres innommables. Pardon? Les nombres innommables là-dedans. Ils sont tous aléatoires. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça dépend de la définition que je ne connais pas. Alors, nous sommes donc dans ce cadre d'effectivité qui est une cadre de l'écriture algorithmique. C'est vraiment cette dérivée de l'alphabet, du codage, où pour s'en sortir, il faut passer par la diagonale. Possible qu'on invente une autre méthode, je n'en sais rien dans le futur, mais tout ce qui existe à présent, d'une façon ou de l'autre, c'est une généralisation de Cantor, hein, si vous voulez, de la méthode de Cantor pour sortir du dénombrable. Génération très fine, les idées de Turing et de Gödel ne sont pas rien, et même toutes ces autres idées ici sont remarquables. Mais il faut diagonaliser pour sortir du dénombrable et de l'effectif. Quand on écrit des équations, comme quand on écrit des programmes, etc., etc. Passons maintenant à la physique. Hein. Nous avions vu, comme il y a ces tournants Poincaré, où on trouve la détermination qui peut être imprédictible, des nuances en dessous de la mesure qui engendrent les phénomènes aléatoires, dit explicitement, qui engendrent des conséquences importantes qui seront considérées aléatoires, dit explicitement Poincaré. On va relier ces formes d'aléatoires grâce à des résultats récents. Bien évidemment, l'aléatoire auquel pense Poincaré, et qui est celui propre de la physique,
est un aléatoire à temps fini. Un lancement des dés donne un résultat aléatoire à temps fini, un lancement d'une monnaie, le lancement d'une monnaie. Il s'agit, même le système planétaire, hein, donc il y a l'imprédictibilité pour le système globalement à 1 million d'années, ce qui est vraiment très peu, 100 millions d'années la Terre. Et donc à temps fini, ça veut dire quoi dans ce cas-là, l'aléatoire? J'avais déjà mentionné au début, ça veut dire qu'on a un système d'équations qui décrit le système planétaire, 3 corps suffisent. Et vous savez que la mesure qui est toujours approchée, qui est toujours à intervalle, et là, les continus est une bonne façon de le comprendre, hein, est toujours à intervalle, ne permet pas de saisir toujours, il y aura des fluctuations, des perturbations en dessous de cette mesure, et l'effet de la non-linéarité est celui de faire surgir, devenir observable des phénomènes dans le temps. Hein. Donc, dans un temps fini, il s'agit, l'aléatoire est donc la comparaison entre l'écriture équationnelle qu'on considère un modèle, donc qu'on considère donner la détermination du système, l'écriture équationnelle et le système physique. L'aléatoire surgit entre ces deux-là. L'imprédictibilité, c'est-à-dire je dis quelque chose par des équations, je dis, hein, imprédictible, c'est-à-dire je ne peux pas dire ce qui va se passer du processus qui quand même est modélisé par ces systèmes d'équations. Donc l'aléatoire physique est une question à temps fini de comparaison entre un système formel qui détermine, que l'on suppose déterminer le processus physique, mais qui quand même ne permet pas de le prédire au-delà, dans certains temps. Et ceci, puisque l'accès au système physique n'est pas exact, puisqu'il y a toujours l'approximation de la mesure, à différence de la machine état discret. La base de données discrète a un accès exact. Vous avez exactement les suites de zéro qu'il vous faut. C'est pour ça, je l'avais déjà mentionné, Poincaré qui n'aime pas du tout le programme d'Hilbert ne peut pas dire j'ai déjà un résultat de décidabilité, puisque c'est pas ça. Sa remarque concerne le rapport entre un système d'équations et un système physique à temps fini. L'idée de la complétude des systèmes formels à Hilbert, c'est que n'importe quel énoncé purement mathématique, sans physique à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est en partant des systèmes physiques, de se donner une notion asymptotique et purement mathématique d'aléatoire, mais qui correspond au sens de la physique. Hein, et comparer celle-là, la notion asymptotique d'aléatoire propre à la théorie des algorithmes, à la théorie de la calculabilité. Tout d'abord, la théorie des systèmes dynamiques s'est développée en généralisant une idée des points carrés qui s'appelle la section des points carrés. C'est-à-dire, vous avez le Soleil ici et une planète qui tourne autour. Pour analyser ces orbites, vous placez un plan là et vous analysez les points d'intersection de l'orbite sur le plan. L'analyse, par exemple, de la prédictibilité peut bien se réduire à cela, puisque vous allez voir s'il y a des points périodiques, combien de points périodiques il existe, c'est-à-dire si l'orbite revient toujours à la même place, si par hasard les points de passage constituent un sous-ensemble dense, si vous restez dans cet espace ou pas. Hein. Donc l'analyse de la section, déjà, vous donne énormément d'informations, disons tout ce qui suffit pour parler des prédictibilités ou pas de l'évolution. Mais donc si vous appelez X, c'est l'espace donné par la section, un espace, un domaine mathématique qui sera mesurable, complet, avec toutes les bonnes propriétés que vous voulez, était la transformation qui itère sur cet espace avec une distance, quand nécessaire, on va même mettre une mesure de Lebesgue, ou d'autres mesures, peu importe, il y en a beaucoup, ce dont on aura besoin. Vous pouvez considérer un système dynamique comme étant donné donc par des itérations. Si vous prenez un petit x par x, les orbites seront données par tx, t2x, tnx. Ça s'appelle aussi une orbite, puisque c'est l'itération, c'est le passage à nouveau par la section de Poincaré. Okay.
Par exemple, point périodique, un point périodique est un point X tel que il existe n, Tn de x égale x. C'est clair que quand vous avez un point périodique, bon, vous allez passer indéfiniment par ce point. Alors, ce qui est intéressant à savoir, que après Poincaré, il n'y a eu pas beaucoup de travail sur la géométrie des systèmes dynamiques. Cette histoire de l'imprédictibilité déterministe est quelque chose de dur à digérer. Il y a eu Hadamard avec les flots géodésiques sur des surfaces à courbure négative, il y a eu Pontryagin, il y a eu Birkhoff aux États-Unis, mais jusqu'à Kolmogorov, encore une fois, il n'y a pas grand-chose. Kolmogorov démontre un remarquable théorème en 1953, tout à fait non compréhensible. Moser et Arnold vont le revoir, et en 1963, on a le fameux théorème Kamm. On est en 1963, qui vraiment est un point de départ important sur les systèmes dynamiques. Et après, il y a une explosion, littéralement une explosion d'intérêt pour ces systèmes déterministes, chaotiques, imprédictibles, etc. Mais il y a eu 70 ans d'intervalle, 70 ans d'intervalle. Et on dirait que on aurait dit que c'était moins révolutionnaire que la relativité, la physique quantique, qui malgré tout ont été digérées mieux, surtout la relativité, même un grand succès. Mais j'insiste, cette histoire qu'on puisse avoir une détermination imprédictible, vraiment, c'est pas évident à digérer. Apparemment, du point de vue historique, c'était plus difficile à digérer que la relativité. C'est ce qu'on peut dire, c'est devenu grand public, la relativité. Ça, pas du tout. Puis ça a explosé, c'est devenu grand public, système chaotique, avec pas mal de bêtises sur des modes qui se sont installés. Mais enfin, peu importe. Alors, la notion de chaotique est purement mathématique. On peut la dire en termes mathématiques. C'est-à-dire, ce sont des définitions mathématiques pertinentes d'un système dynamique donné sur la base de l'idée de la section de Poincaré. Donc, on peut dire sensible aux conditions initiales, Ça veut dire qu'on est donc dans un système X TD, c'est-à-dire la chose suivante, il existe un delta tel que pour tout X et pour tout voisinage de X, il existe un Y et il existe un N tel que la distance de F et de Tn X de Tn Y est plus grande que delta. C'est ça, la sensibilité aux conditions initiales. Il y a une distance raisonnable, telle que pour tout point, pour tout voisinage, il admet un point dans ce voisinage, dans Vx, et il existe un nombre suffisamment grand d'itérés, tel que ces deux points se trouvent à une distance plus grande que delta. Donc ils se séparent dans le temps. Et ici, vous pouvez prendre Vx très petit. Vous trouverez toujours un point qui fait ça. Puis il y a une autre propriété très importante qui s'appelle transitivité topologique. Qui dit la chose suivante: pour tout U et pour tout V ouvert de l'espace, boule de l'espace métrique, il existe un N tel que Tn de U intersection V n'est pas vide. Là, c'est pour tout delta, où ça existe. Existe delta. Ouais, pour tout ça, c'est étrange. Oui, mais tu as fixé, et puis ici, tu le prends aussi petit que tu veux. Donc, ceci dit que si vous prenez des ouverts quelconques
ici dans votre espace, tôt ou tard, itérant un des deux, il va toucher l'autre. Ou encore, une autre façon de le dire est, si vous fixez l'ouvert U, il existe dans U des points initiaux d'une trajectoire qui va aller dans V. Et votre espace va être très grand. Hein, très grand. C'est-à-dire, pour toute U, il existe des points qui vont aller n'importe où dans l'espace. Une autre façon de le dire est qu'il existe des trajectoires denses. Des trajectoires denses qui vont partout. Hein. Donc, ceci, c'est une vraie propriété d'imprédictibilité, la première, puisqu'il vous dit, eh bien, je prends delta, qui est une bonne mesure de distance, eh bien, je trouve toujours, pour n'importe quel point, des points très très proches, aussi proches que vous voulez, je trouve des points que vont être séparés de cette distance. Ça, c'est l'imprédictibilité. Ça, c'est l'existence d'orbites denses. Hein. Donc, les points vont aller partout. Il y a des points qui vont aller partout. Autant de points que vous voulez, puisque n'importe quel U contient des points qui vont aller partout. Hein. Et puis, il y a une deuxième propriété, la densité des points périodiques. Ça, en fait, c'est une sorte de régularité des systèmes chaotiques. Puisqu'après tout, il dit les points périodiques, en principe dénombrables, quand même vont être en sous-ensemble dense. Ça, c'est une définition purement mathématique de chaos déterministe, puisque cette fonction est la détermination explicite de l'évolution. Je n'ai même pas besoin d'évoquer les systèmes d'équations. En principe, j'avais dit, un système déterministe est tel s'il existe, ou on pense qu'il puisse exister un système d'équations qui en explicite la détermination. Hein. Ici, on va plus loin. On ne se pose pas le problème si ce système aura ou pas des solutions. On se dit, je prends directement une prétendue solution. Je prends directement la loi de l'orbite. Hein. La fonction qui va me donner de façon explicite l'orbite. C'est une sorte de raccourci je voulais vous montrer, je le ferai la semaine prochaine, la petite démo dans double pendule, qui est une des machines les plus simples, objet physique chaotique. Mais enfin, je préfère compléter aujourd'hui et on va voir si la prochaine fois ou la suivante, au mardi de la semaine prochaine. On va voir ça. Or, ça c'est une notion de chaos. On aura besoin de quelque chose un peu plus faible pour démontrer cette équivalence, donc qui est un peu plus général que ce qu'on teste. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Je dirais que donc on prend ce système x, t, on le prend maintenant avec une mesure au-delà de la distance. Pour ceux qui savent, ça peut être une mesure de Lebesgue. En tout cas, c'est quelque chose qui généralise la notion de mesure de surface. Hein. On dit qu'il préserve la mesure si on a toujours que la mesure de T-1 de A est égale à la mesure de T de A. Un système ergodique, s'il préserve la mesure et si on a l'égalité T-1 de A avec A modulo un ensemble de mesure 0, alors A égale X ou A égale vide.
Alors, un système dynamique est ergodique si il ne peut pas être départagé. Vous voyez, on ne peut pas rester dans un sous-ensemble A, puisque si en appliquant la dynamique, je vais aller en arrière, puisque la dynamique n'est pas nécessairement injective. Hein. Si en appliquant la dynamique, je reste dans ce même ensemble, alors nécessairement cet ensemble est banal. Plutôt, on peut généraliser ceci en disant la mesure de A égale 1 ou elle est égale à 0. Ça, c'est plutôt la version plus générale. OK. Dans ce cadre, on peut donner un théorème de Birkhoff, mais je passe directement à la définition. Donc on prend un système dynamique ergodique et on donne comme définition X, on prend donc ce système ici ergodique. On prend X d'un grand X, on dit que X est aléatoire si pour tout f, toute fonction f de x dans R, les réels, c'est un observable, c'est une mesure. Hein, la position, l'impulsion, des valeurs numériques associées au point. On a la chose suivante. La limite sur n de 1 sur n de fx plus f de tx plus f de tn de x est égal à l'intégrale sur x de f sur tout l'espace par rapport à la mesure donnée. Ça, c'est une idée purement mathématique, une définition purement mathématique, mais qui vient de la physique. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Pensez à un gaz où vraiment le mouvement brownien des molécules est un exemple paradigmatique d'aléatoire physique. Hein. Ça veut dire quoi, l'ergodicité? Ben, ça veut dire que si vous faites une mesure, par exemple la vitesse d'une particule de gaz, cette valeur en moyenne sur le temps est le même que sur l'espace. C'est-à-dire la vitesse moyenne d'une particule qui va se déplacer partout, de façon aléatoire, est la même que la vitesse moyenne des particules dans tous les volumes que vous considérez. Hein. Donc il y a cette moyennisation qui est une façon d'exprimer l'aléatoire, et ici c'est le fait que la moyenne temporelle est la même chose que la moyenne spatiale. C'est une notion éminemment physique, ça vient vraiment de l'analyse dynamique, de cette considération sur le mouvement brownien, vous pouvez l'appliquer, mais elle est exprimée en termes mathématiques. Et vous voyez, elle est exprimée de façon asymptotique. Hein? C'est une notion qui vient de la physique, entièrement possible dans ce cadre dynamique, mais qui l'on exprime de façon purement mathématique. On parle d'aléatoire sans besoin de dire « Ah, c'est un processus imprédictible, quoique déterministe », comme le lancement d'une monnaie ou des dés, à temps fini. Ici, je me place à temps infini, mais ceci me permet d'oublier la physique, quoique le cadre est physico-mathématique. OK? Bon, alors, il faut maintenant... il faudrait introduire, mais malheureusement, j'ai seulement peu de temps, je ne veux pas le faire, mais vous allez le voir dans les notes. Ben, ils ne sont pas encore là, je vais les mettre bientôt sur la page web.
il faut introduire plutôt la notion de mixing, qui est un cas plus général. Disons, mixing, c'est une notion faible des chaos. Ça se base essentiellement sur l'idée que par rapport à n'importe quelle mesure, quel observable, vous pouvez observer le fait que les corrélations entre les évolutions de cet observable dans le temps diminuent. Mais c'est un peu plus fin, et ceci est impliqué sous de bonnes conditions physiques, l'hyperbolicité, etc., est impliqué par les chaos déterministes. Donc c'est une notion plus faible dans laquelle on peut toutefois donner les théorèmes qui m'intéressent. Donc, simplement pour vous dire que ce que je vais dire est légèrement, dans un cadre légèrement plus général, n'utilise que des hypothèses de mélange. Vous voyez, c'est typique aussi des systèmes linéaires, puisque c'est ça au cœur du chaos. Il y a des choses différentes là qui se superposent et qui viennent, dans le cas de la linéarité, de cette propriété fondamentale de la non-linéarité qui est, d'une part, vous avez un intervalle de la mesure. Et ça s'élargit. S'élargit en principe de façon exponentielle. Cette expression, qui en plus ont un nom, s'appelle l'expression d'Ilya-Pounov. Ça s'élargit, l'intervalle de la mesure s'élargit au point que quelque chose qui était dans la mesure, vous ne voyez pas, après vous refaites la mesure, vous le voyez, puisqu'il est sorti de l'intervalle. Ça c'est la non-linéarité. Mais surtout, ou aussi, la non-linéarité mélange. C'est-à-dire, les extrêmes ne sont plus des extrêmes. Vous ne pouvez pas faire l'analyse d'intervalle. Vous pouvez dire, ben alors je drague tout mon intervalle de la mesure, de façon que je vais draguer toute l'information là-dedans. Et non, vous ne pouvez pas, puisque la non-linéarité, mais tout simplement une fonction qui fait comme ça, la non-linéarité mélange tous les points. Les extrêmes, bientôt, ne seront plus les extrêmes. Ils sont à l'intérieur, de façon continue, mais mélange le tout. Donc, pas seulement vous avez un élargissement exponentiel, bien mesuré par certains exposants, qui s'appelle Diaponov, et que Turing, dans la morphogénèse, comprend parfaitement quel est l'enjeu, il appelle l'exponential drift, propre à ces systèmes. L'exponential drift, mais aussi, paf, le mélange de deux intervalles. Et ceci est distillé de façon minimale par la notion de mixing. Bon, alors, il faut faire tout un tas de travail qui a été fait dans 2 thèses sous ma direction, la direction aussi d'un collègue dynamiciste, mathématicien dynamiciste, qui ont fait la soutenance en 2006. Mathieu Rupp et Christophe Royas. Peut-être je dois directement afficher leur article. Ça s'était fait en co-direction avec Stefano Galatolo, qui est un mathématicien à Pisa. Ce qu'ils ont démontré, tout d'abord, il y a eu tout un travail d'effectivisation. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, l'écriture physico-mathématique est effective. Donc, ils ont simplement explicité cette idée en démontrant que les systèmes dynamiques intéressants sont effectives dans le sens que ces fonctions-là sont données comme fonctions effectives, que la mesure et la métrique sont effectives, associées à des nombres calculables, des réels calculables, tout va bien, puisque, encore une fois, les opérations de dérivation, d'intégration, ce sont des opérations effectives, etc. Et donc, dans des cadres d'effectivisation des dynamiques, ce que les physiques normalement ne font pas, mais ils donnent pour escompter, quoi. Et, dans ces cadres-là, et avec une petite variante, c'est-à-dire au lieu de Martin-Löf, ils ont pris une notion de Schnorr, de randomness, mais qui est comme Martin-Löf, dérivé de Martin-Löf, simplement il y a un peu moins de tests effectifs. Il y a une petite condition sur le test effectif, inutile à vous présenter ici, c'est exactement le même concept. Donc il y a plus de points aléatoires. Les théorèmes, les suivants. Donc, si vous mettez dans un cadre d'une dynamique avec ces bonnes propriétés d'effectivité, X dans X, alors vous avez que X est Schnorr, mais c'est la même chose que Martin-Löf aléatoire. En tant que point réel, vous prenez,
vous encodez l'espace de votre variété, de votre système dynamique comme un réel, si et seulement si X est aléatoire dans ce sens-là, qui est effectivement celui de Birkhoff. Ça, la définition, je l'ai dit, mais je ne l'ai pas écrit, c'est Birkhoff. Donc cette notion d'aléatoire à la Birkhoff est exactement ce qui correspond à l'aléatoire algorithmique que nous avons vu. Vous comprenez, c'est des univers très différents. D'une part, on avait tout ce qui a eu comme origine Gödel, et il faut reconnaître, Brand né avant déjà des idées de base, mais Gödel donne l'indécidabilité. Nous avons esquissé les parcours de la naissance de la calculabilité pour lesquels Gödel ne suffit pas. Comme il dit, je vous ai lu sa phrase, il dit au début, c'est pas dit que ceci est une négation du programme d'Hilbert, puisque peut-être ma notion de fonction calculable n'est pas pleinement générale. Puis il y aura Turing, Kleene, etc., qui disent non, elle est pleinement générale, puisque n'importe quel système formel, ils sont tous équivalents. Et à partir de là, et donc de l'indécidabilité, on a donné l'aléatoire à la Martin-Löf, hein, qui est une notion gödelienne. Mais il y a point carré, donc l'imprédictibilité est déterministe. Par là, on arrive à donner une notion purement mathématique, sans besoin plus de la physique, de aléatoire à la Birkhoff. Et voilà, dans les contextes physiquement raisonnables, il faut faire des conditions sur ces systèmes dynamiques, les deux sont équivalentes. Donc, évidemment, Gödel et Poincaré, en théorème d'indécidabilité mathématique, en théorème d'imprédictibilité dynamique, ne sont pas la même chose. On ne peut pas déduire l'un de l'autre. Mais les conséquences, la plus importante ici, puisque Baudieu, l'idée ici, c'est le déterminisme prédictible, c'est l'analyse de l'aléatoire. Hein. Donc, cette explicitation mathématique de l'aléatoire est corrélée à cette conséquence importante de l'indécidabilité qu'est l'aléatoire à la Martin-Löf. Effectivement, c'est la même chose. Attention, ceci ne vous dit pas du tout que le monde est un grand ordinateur. Il vous dit le contraire, puisque ceci, c'est non décidable. Non décidable. Ici, c'est imprédictible. Non prédictible. Non prédictible. Hein? Cette équivalence. Donc, ça, c'est même en fortement non décidable. Mais soyons un peu informels. Donc, ceci dit que décidable ou calculable, ça correspond à déterministe prédictible. Et dans le monde, il y a très peu de choses qui sont déterministes et prédictibles. Ben oui, un geyser qui revient tout le temps, un pendule simple. Mais enfin oui, même ça, il y a des frictions qui changent. Mais quand même dans la physique un peu abstraite, les choses prédictibles, donc les choses calculables, il faut vraiment inventer avec toute l'originalité, toute la physique qu'il y a eu, cette machine à état discret qui est déterministe et prédictible. Normalement, les processus sont largement imprédictibles. Hein. Bon, encore une fois, il y en a des processus physiques, la formation d'un cristal, je sais pas, qui se répètent, identiques, sauf des petites perturbations. Donc, cette corrélation qui existe entre l'imprédictibilité, évidemment, dit le contraire, dit que tout ce qui est calculable étant déterministe prédictible existe évidemment aussi dans le monde. Il y a des processus à état discret, pensez-vous, ça arrive. Mais évidemment, c'est assez rare. L'aléatoire, on le trouve un peu partout. C'est un problème du rapport entre nous et le monde. C'est un aléatoire épistémique. Hein. Nous sommes en train de parler de l'aléatoire classique et épistémique. Encore une fois, c'est un problème de connaissance, puisque imprédictibilité, il faut que quelqu'un dise, qui essaye de connaître en disant des équations ou en fonction d'évolution. Donc, c'est un problème de connaissance. Comme je vous disais, en D, une monnaie, elle suit un parcours optimal, qui est une géodésique, qui est
totalement déterminé par l'hamiltonien. Mais toutefois, il faut tellement d'équations. Et il y a une telle impossibilité de la connaissance en dessous de la mesure physique. Encore une fois, ceci ne dit pas que le monde est continu. Il dit qu'avec la physique du continu, on dit certaines choses. Avec le discret, on en dit d'autres. La physique du continu permet de saisir très bien cette histoire de la fluctuation, de la perturbation en dessous de l'intervalle. Avec les discrets, nous faisons des choses formidables, on itère les algorithmes. Et on fait des machines extraordinaires que même un réseau sont capables d'itérer. Et ça, c'est très difficile. Pourquoi un réseau, le web, etc. C'est difficile. La concurrence, puisqu'il y a l'espace-temps que l'on comprend mieux par les continus. Et tout d'un coup, vous avez des problèmes de corrélation spatio-temporelle de type continu. Encore une fois, ce n'est pas que le monde est continu, mais que nous comprenons mieux par les continus, qui posent des problèmes à l'itération de la machine. Et donc, dans les réseaux, c'est plus difficile. Mais quand même, l'informatique est telle que l'on arrive à itérer dans les réseaux, et on ouvre la page web, est toujours la même, 1000 fois, elle est toujours identique, ça marche en général. Et c'est pas facile, hein, il y a beaucoup de travail pour faire ça. La difficulté par rapport à la machine isolée, c'est que pouf, tout d'un coup, dans le réseau, vous avez l'espace-temps continu. Ça surgit. Une dernière considération pour vous dire la différence radicale qu'il y a entre le regard du discret et celui du continu sur le monde, qui sont deux constructions d'objectivité scientifique, hein, de savoir ce qu'on dit et qui diffèrent radicalement. Il y a des choses à dire. L'une, c'est que dans cet univers de la calculabilité, il y a de la calculabilité séquentielle, donc d'une machine isolée, il n'y a vraiment pas d'espace-temps. La machine de Turing, avec ses droites, gauche, s'en fout du temps physique autour, elle a son horloge. La machine sécrète son temps. C'est pas un temps physique. Il n'y a pas d'espace, puisque des théorèmes faciles démontrent que si vous prenez au lieu d'un ruban unidimensionnel, vous prenez un ruban en dimension infinie quelconque, vous calculez exactement la même classe de fonctions. C'est un peu plus rapide si vous faites à plusieurs dimensions, fini, mais enfin. Donc, l'espace n'a qu'une importance. En lambda calcul, là, c'est absolument niais. Pourquoi? Puisque en lambda calcul, les modèles, les structures qui réalisent cela ont la propriété suivante. Si vous prenez l'espace des fonctions internes à ces structures, pour qu'elles soient modèles de ces calculs, il faut qu'ils soient isomorphes à soi-même, sans être banal. C'est pas facile de trouver une chose pareille en maths, hein, il faut pas mal de travail. J'ai travaillé là-dedans assez longtemps, il y a même un témoin là-dedans qui peut le dire. Donc il y a des structures intéressantes qui réalisent ce modèle. Mais vous voyez, une conséquence facile et immédiate de ça, c'est que D fois D est isomorphe à D. Donc, ce sont des espaces mathématiques, fonctions continues, etc. Il y a des catégories qui ont des objets réflexifs avec ces propriétés-là. Et ça, c'est formidable pour le calcul, puisque ça correspond à la propriété des machines de Turing que la dimension n'importe pas. Hein. Ici, vous voyez, la dimension n'importe pas. Or, en physique, c'est crucial, puisque il y a un théorème fondamental qui dit, si vous prenez sur sur les réels, typiquement, mais sur les variétés intéressantes. Vous prenez la topologie, la métrique induite dans la mesure, c'est-à-dire la topologie des intervalles. Hein? Et si vous avez que A est dans un Rn et un ouvert B est dans Rm ouvert, alors vous avez que si A est isomorphe à B, ceci implique que N égale M. Hein? C'est-à-dire, ça, en physique, est totalement interdit. Si vous prenez en physique mathématique, une topologie qui reflète la mesure, celle des intervalles, hein? Si vous prenez la topologie discrète, c'est pas intéressant. Si sur R, vous prenez la topologie discrète, ça sert à rien, quoi. Toutes les fonctions sont continues, vous ne faites pas des maths. Hein. Il faut prendre des bonnes topologies. Et on démarre de là. Hein. Il peut y avoir des complexifications. Mais... Si vous prenez une topologie qui soit suffisamment séparée, c'est ça le problème, mais pas trop par la topologie discrète, qui est en sens physique. Et ça, c'est très important, puisque ça vous donne l'importance de la dimension en physique. En physique, on ne peut pas confondre une force avec une énergie.
Une énergie avec une énergie au carré, c'est tout autre chose, une force d'une force au carré. Non, ça n'a rien à voir. C'est très important. En calculabilité, non. Puisque un nuage de points discrets n'a pas de dimension. Vous l'encodez sur une droite. Il n'y a pas de dimension en calculabilité. Pas de dimension. Vous pouvez l'introduire de façon artificielle. Mais ça, les lambda calcul le dit très bien. Si vous voulez un modèle mathématique du lambda calcul qui est là, vous avez cette propriété et par conséquent, vous avez celle-ci. Ce qui casse la dimension. Ici, R carré est interdit d'être égal à R. Hein. C'est vraiment fortement interdit. On perd tout si on avait cet isomorphisme. Et plus en général, vous avez ça. Donc, les mathématiques du continu, qui reflètent cette approximation physique comme étant essentielle à la mesure. Et la mesure, c'est l'accès au monde. Hein, c'est pas... La mesure ont une propriété qui est totalement contradictoire aux théories de la calculabilité. Et contredit profondément, qui vivent dans l'absence des dimensions physiques. Puis on fait plein de choses, comme je disais, tout à fait raisonnable de parler d'une mesure effective, d'effectiver les équations, d'analyser la solution de Poisson, etc. Mais il faut faire une transition de deux mondes qui donnent un regard sur l'univers physique très différent, ancré sur la question de la mesure. Hein. Puisque c'est ça que l'arithmétique ne regarde pas par principe, hein, ce que j'avais dit dès le début. Le départage qui se fait, c'est qu'au moment où la mesure physique devient très importante, puisqu'elle devient très importante pour Poincaré, l'imprédictibilité déterministe est due à l'approximation de la mesure. Hein. Il y a une très importante en relativité, où il y a la corrélation de la mesure espace-temps, où il y a la relativisation de la mesure. La construction de la relativité commence par le choix de la mesure et du système de référence. Il devient très importante en physique quantique, puisque, bon Dieu, tout commence par la mesure. À ce moment-là, la vision arithmétisante de fondement, qui par programme veut ne pas regarder au rapport à l'espace-temps physique, puisqu'il y avait eu l'angoisse et la pagaille de géométrie non euclidienne, prend cette autre direction de l'arithmétisation, passe totalement à côté, puisque c'était un choix conscient, Hilbert le savait très bien, bon, non, totalement à côté la question de la mesure physique, invente ces machines d'arithmétique sans espace-temps, tandis que la physique est tout immergée dans l'espace-temps, et surtout dans le stress, enfin, dans le fait de souligner avec force que ce qui compte, c'est la mesure, c'est-à-dire l'accès à l'espace-temps. Hein. Et ça continue après, évidemment, chacun développant ses aspects. Il faut les faire marier, et ça, c'est à voir quels sont les rapports entre les deux, et ça, c'est un rapport fort, celui de l'aléatoire, par exemple, c'est un rapport fort, en plus, en donnant un rôle fort à la calculabilité, puisque la notion de Birkhoff est très belle, mais elle est spécifique à certains systèmes dynamiques. L'intérêt de la notion de Martin-Löf, qui est vraiment très générale, surtout on peut calibrer les tests. On peut mettre plus ou moins de tests, faire toute une hiérarchie des aléatoires. Et pourquoi la calculabilité est si efficace de parler de l'aléatoire? Puisque l'aléatoire, c'est imprédictibilité, ce n'est pas pouvoir dire. Mais la théorie de la calculabilité est la meilleure façon pour dire ce qu'on peut dire, puisqu'on le dit par le calcul, par l'écriture effective, les algorithmes.